Au royaume de Florent, dans l'annexe du domaine du vicomte Chac, il y avait une jeune fille. En ce moment, elle se tenait sur le balcon, attendant que la nourriture soit préparée. Elle avait déjà très faim, mais c'était une chose courante pour elle d'avoir faim, alors elle se rendait dans un endroit que peu de gens connaissaient, et d'habitude personne n'y venait. Il y avait un puits où elle puisait de l'eau et buvait un peu pour calmer sa faim, car c'était une prison pour un enfant illégitime. Elle est une fille illégitime, une honte pour sa famille, personne ne s'est occupé d'elle. À la mort de sa mère, elle a complètement perdu l'usage de la parole. Son père ne venait qu'une fois tous les 6 mois, voire moins souvent. Il l'a accusée de ne pas être née, d'être une tache sur la réputation de la famille et de ne vivre que grâce à elle, sinon elle ne serait pas là. Si elle n'avait pas été la remplaçante de sa sœur aînée, elle aurait déjà été mise à la porte, et elle se demande si les choses auraient changé si elle n'avait pas été muette, si sa vie aurait été différente. Plus tard, 3 servantes font irruption dans sa chambre, sans dire un mot, ce qui effraie la jeune fille. Comme d'habitude, une seule personne apporte de la nourriture, elle commence immédiatement à embellir la jeune fille, lui apporte de nouveaux vêtements et des bijoux, puis l'emmène avec elle. Sur le chemin de la propriété, la jeune fille a déjà compris que quelque chose de grave s'y était passé. Et dès son arrivée, elle est allée voir son père, qui l'attendait déjà. Et à l'expression de son visage, tout est devenu clair. Ce jour était arrivé. L'homme a dit que l'armée impériale arrivait, et la jeune fille savait déjà ce qu'on attendait d'elle, car c'était pour cela qu'elle avait vécu en cage pendant 20 ans. Elle devait remplacer sa sœur. Le père lui tend un poignard et lui assure qu'avant de tomber entre les mains des soldats, elle doit se tuer, se percer le cœur et prouver qu'elle peut encore être utile. La jeune fille fut choquée par cette nouvelle lorsque sa sœur apparut soudainement et que son mari se tourna vers elle, lui disant que c'était nécessaire et que le seul moyen d'éviter la poursuite était de le faire et que c'était le seul moyen de la sauver. Sa sœur voulait s'indigner, mais son père ne la laissa même pas commencer. Lui assurant qu'elle devait se rendre immédiatement au carrosse, il l'emmena de force avec lui, et Fay resta toute seule, et elle était déjà désespérée. Elle savait qu'elle n'était rien d'autre qu'une remplaçante, mais elle voulait aussi ressentir de l'amour, ou au moins de la compassion. Tout ce qu'elle voulait, c'était un peu d'attention. Au matin, les soldats revinrent, remarquèrent la jeune fille et décidèrent de s'amuser avec elle, car ils étaient sûrs que leur commandant ne les punirait pas sévèrement. Même s'il les attrapait, le commandant en chef se contenterait de regarder autour du bâtiment principal et de partir. Il n'avait rien à faire ici. L'héroïne voulut appeler à l'aide, mais ce fut en vain, et elle se souvint des paroles de son père, qui lui avait dit qu'elle devait se tuer avant de tomber entre les mains des soldats, et elle était donc prête à se transpercer le cœur. Elle se souvenait de sa mère, qui disait toujours qu'elle aimait son enfant, et elle aimait aussi sa mère. Soudain, des oiseaux s'envolent vers les violeurs et protègent la jeune fille. L'un d'entre eux devient nerveux et dit qu'il doit s'enfuir au cas où elle serait attrapée. À cet instant, l'épée a tranché la tête d'un des assaillants d'un coup précis, et tous l'ont vu avec effroi, l'homme essuyant le sang de l'épée, assuré qu'en violant l'ordre, ils devaient comprendre les conséquences de leurs actes. Le second agresseur, à genoux, implora son pardon, mais l'homme lui ôta impitoyablement la vie. Puis il regarda la jeune fille, mais ne trouvant rien d'intéressant, il se retourna et partit, mais la jeune fille ne voulait plus être seule et, désespérée, s'agrippa à son manteau, en larmes, voulant qu'il l'emmène avec lui. Il y a 10 ans, pour détruire l'Empire Ployd, 10 pays se sont unis et ont brandi l'épée. Mais la longue guerre s'est tout de même soldée par la victoire de l'Empire. Tous les pays adverses ont été punis, et la figure principale de cet événement est le lion du champ de bataille, le commandant en chef Max Warren. Dans la salle principale, le commandant et son adjoint cherchèrent des gens, mais il n'y avait personne, commentant que même un chien défend sa maison lors d'une invasion. Et ici, tout le monde a décidé de s'enfuir, sans honnêteté et sans fierté. Les nobles n'étaient pas différents des animaux sauvages. Soudain, l'adjoint entend quelque chose, puis lui assure qu'il sent une odeur de sang provenant de la pièce voisine, où 2 personnes se sont suicidées de la même manière que le père l'avait suggéré à Héroïne. L'homme ne comprenait pas pourquoi se tuerait-il s'il n'était même pas soldat, et il semble donc qu'il s'agisse d'une substitution, après quoi il a ordonné d'inclure Vicon dans la liste des fugitifs. Après avoir terminé dans la salle principale, les hommes sont sortis dans le jardin, qui était rempli de fleurs rares très difficiles à obtenir dans l'Empire. En entrant, l'odeur devenait plus forte,
Et c'était étrange, car elle aurait dû être plus forte près de la maison principale. Soudain, ils remarquent un groupe d'oiseaux qui tournent autour de l'annexe. Un phénomène incroyable, des oiseaux de différentes espèces rassemblés en une seule volée. Et le commandant est très intéressé par CE qui a pu les faire se réunir. D'un geste rapide, il saute sur le balcon d'où s'envolent des oiseaux et voit quelque chose qui n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Les oiseaux chassent les soldats qui agressent la jeune fille et ce qu'il voit le met tellement en colère qu'il tue ces 2 soldats. Il ordonne que les corps soient transportés à l'extérieur de la porte pour que ses bien-aimés puissent les battre. À ce moment-là, une jeune fille s'empare de son manteau, surprenant les 2 hommes. N'importe quel autre commandant lui aurait cassé le bras depuis longtemps, mais il s'est contenté de repousser la jeune fille, qu'il a serrée à nouveau dans ses bras en désespoir de cause, priant dans sa tête pour qu'il ne la quitte pas, parce qu'elle ne voulait pas être seule. L'adjoint avait déjà compris qu'il y aurait probablement un autre cadavre et que personne ne resterait intact après une telle impudence. Il voulait l'emmener. Mais le commandant lui a ordonné de ne pas la toucher. Il l'évaluait. Elle ressemblait à un enfant mentalement retardé, car une personne saine aurait immédiatement compris qu'il s'agissait de l'ennemi. Il se souvint aussi que la fille du vicomte n'avait jamais été retrouvée. Alors il la prit par les cheveux et lui souleva la tête pour mieux la voir. L'homme ne comprenait pas si elle était juste stupide ou fausse, mais l'héroïne remuait les lèvres pour lui demander de l'emmener avec lui. Plus tard, dans la chambre du roi, la jeune fille dormait sur ses genoux, et l'homme réfléchissait à toute cette situation. La jeune fille l'a saisie avec ses mains et ne l'a pas lâchée, même pendant son sommeil, et c'est ainsi qu'ils se sont retrouvés dans la chambre à coucher. Ils ne savaient pas quoi faire d'elle à présent. Après une défaite à la guerre, les aristocrates donnèrent généralement leurs soldats en guise de contribution. Mais maintenant que le pouvoir du royaume avait été renversé, personne ne se souciait de savoir s'il s'agissait d'aristocrates ou de roturiers, et le sort de cet enfant était donc déjà scellé. Le compagnon demanda de lui donner l'enfant si le commandant n'en avait pas besoin, assurant qu'il avait pitié d'elle. Son nom était Karl Jaden, et il était un commandant chevalier qui faisait exploser les têtes des ennemis avec sa masse, et aussi un léopard, doué pour les attaques silencieuses, et il était étrange qu'une telle personne ait de la pitié pour elle. Il demanda de la rendre, mais il n'y avait pas une goutte de pitié dans ses yeux. Le commandant était sûr qu'il ne voulait pas avoir pitié d'elle, et en y regardant de plus près, il commença à détourner le regard et à transpirer. En un instant, l'homme sortit son épée et lui ordonna de parler, et s'il n'entendait pas une réponse normale, il le battrait. Effrayé, le capitaine des chevaliers avoua qu'il aimait juste son odeur, comme si elle avait un arôme très agréable. Mais le chef ne pouvait que sentir la terre et le sang, et en un instant, il interdit au garçon de s'approcher d'elle. Il n'avait pas peur de donner un esclave à ses subordonnés, mais les maltraités étaient inacceptables, et il ne pouvait pas permettre un tel comportement, aussi proche soit-il. Pour calmer son subordonné, l'homme l'a de nouveau intimidé, l'assurant qu'il ferait en sorte qu'il ne puisse plus se déplacer sur ses 2 pieds s'il ne se taisait pas. Après quoi, il est parti tristement. Un majordome vint le remplacer dans sa chambre, et l'homme ordonna d'emmener la jeune fille en prison. Mais après un moment de réflexion, il abandonna cette idée et renvoya le serviteur. Il la regardait toujours, et se demandait comment elle avait pu tomber amoureuse de lui si facilement, sans même se rendre compte qu'il était un ennemi. Elle dormait très bien dessus, et il a décidé de ne pas la réveiller. Il a simplement enlevé la veste à laquelle elle s'accrochait et l'a portée jusqu'au lit. Tout cela s'est passé sur un coup de tête. Les gens qui ne peuvent pas prendre de responsabilité sont vraiment horribles. Il posa la fille sur le lit et s'allongea à côté d'elle. En la regardant, il se demanda comment cela avait pu arriver. Cela faisait 9 ans qu'il avait décidé de mettre fin à la guerre, et cela faisait donc longtemps qu'il n'avait pas couché avec une fille dans le même lit. L'héroïne a rêvé de la première fois qu'elle a vu du sang. C'était une chaude journée d'été. Elle enlevait ses vêtements trempés de sueur et a remarqué une tache rouge. Au début, elle n'a pas compris ce que c'était. Mais lorsqu'elle a déplacé sa main le long de sa cuisse mouillée, elle a vu du sang. La jeune fille voulait vraiment demander à quelqu'un ce qui s'était passé. Mais il n'y avait presque jamais personne autour d'elle. Elle a commencé à paniquer, car elle ne savait pas quoi faire. Le sang ne s'arrêtait pas, et elle avait déjà décidé qu'elle était gravement malade. Soudain, elle rencontre sa sœur, mais la rencontre est totalement accidentelle. Et la sœur, voyant Fay pleurer, décide de l'aider. Elle l'emmène au puits,
la déshabille et commence à l'aider à se laver, tout en lui disant que c'est un phénomène très courant auquel toutes les femmes sont confrontées et qu'elles ne devraient donc pas avoir peur la prochaine fois. C'était leur première et dernière conversation, et elle se demandait maintenant pourquoi sa sœur l'avait regardée si étrangement au dernier moment lorsqu'elle s'était vue. Allongée dans son lit, la jeune fille était très à l'aise et ne voulait pas se réveiller, quand soudain elle sentit quelque chose de chaud et de dur, et dans l'instant, réalisant que quelque chose n'allait pas, elle ouvrit les yeux et vit un homme nu en face d'elle. L'héroïne le reconnaît immédiatement comme l'homme qui a tué les 2 délinquants, et l'homme remarque qu'elle ne dort plus, alors il la prend par les mains et la soulève violemment en lui demandant où se trouve maintenant le vicomte. Il lui tenait toujours la main, et l'héroïne s'était déjà résignée à son sort. Elle ne savait pas où il était allé, et même si elle le savait, elle ne le lui dirait pas. Elle ne voulait pas que son père soit malheureux, et même s'il l'avait abandonné, il n'avait pas d'autre choix, car c'était le plan depuis le début. L'homme se contenta de dire avec colère qu'il savait qu'elle était inutile, et l'héroïne le comprit. Il semblait qu'elle était vraiment inutile, et elle savait donc parfaitement ce qui allait se passer ensuite. Cet homme allait soit la quitter, soit l'enfermer. Le mieux qu'une personne comme elle pouvait espérer était d'attendre le moment où elle serait utile. Et dans l'instant, elle remarqua qu'elle n'avait pas entendu quelqu'un parler depuis longtemps, et encore moins quand on s'adressait à elle. Et même si l'homme voulait savoir où était son père, il l'avait quand même sauvée, et pour cela, elle devait le remercier. Elle lui a donc souri aussi sincèrement que possible, et on pouvait lire de la gratitude dans ses yeux, ce qui l'a surpris. Le même jour, le commandant en chef reçoit une lettre de l'empereur lui-même, indiquant que la récompense qu'il recevra pour 10 ans de défense du pays est le titre de duc, 2000 esclaves et des richesses. Pourtant, il avait déjà de l'argent et des esclaves, et le fait qu'on lui ait envoyé des serviteurs impériaux signifiait qu'il pouvait désormais être surveillé, ce qui l'exaspérait, puisque c'était ce qu'on appelait une récompense. Mais d'un autre côté, si le prince héritier ne lui avait pas donné l'élixir, l'homme serait mort il y a 10 ans. Cette récompense était donc pleinement méritée, mais elle n'est peut-être pas suffisante. Le marquis de Warren était un impérialiste à part entière. Après que le prince héritier l'ait sauvé, la loyauté de Warren est devenue encore plus grande, et même si l'empereur décidait de l'abandonner, il ne protesterait pas, mais les gens pourraient penser qu'une telle récompense serait trop faible, et alors l'autorité de l'empereur serait ébranlée. Le marquis dit à l'envoyé de dire à l'empereur que le commandant en chef le verrait après avoir traité avec Florane, et ce fut tout. On donna une chambre à l'envoyé pour qu'il puisse se reposer, et ils se dirent au revoir. Il n'arrivait pas à oublier la jeune fille qu'il avait enlevée chez le vicomte, et il pensait qu'elle l'avait remercié, et peut-être que dans cette situation il l'avait sauvée, mais elle ne méritait manifestement pas d'être remerciée pour cela. Elle ne pouvait pas parler et, apparemment, elle avait des déficiences intellectuelles. Il a donc pensé qu'il ne servait à rien de la tuer, qu'elle n'était pas intelligente et qu'elle ne devrait donc pas causer de problème. Ces pensées furent interrompues par Karl, qui voulait reparler de cette fille, et le marquis remarqua qu'il parlait beaucoup d'elle, et il lui demanda donc s'il avait l'intention de lui faire quelque chose de mal. Le subordonné lui assure que ce n'est pas vrai et qu'il aimerait prendre soin d'elle du fond du cœur. Ce à quoi le commandant répond qu'il ne sait pas exactement pourquoi il a besoin d'elle, mais ce qu'il sait, c'est que Karl n'est pas le genre de personne prête à donner un coup de main et qu'il doit donc avoir une arrière-pensée, ou peut-être qu'il veut simplement la manger. Quoi qu'il en soit, l'homme lui interdit de la toucher, lui assurant que dans quelques jours, tout le monde l'oublierait et que les commérages seraient une mauvaise chose si un homme adulte accueillait une si jeune fille. Le capitaine se résigna à la décision du gentilhomme et se contenta de dire que, bien qu'il n'en fût pas sûr puisque c'était la première fois qu'il ressentait une telle chose, peut-être cet enfant était-il de sang elfique, peut-être n'était-ce pas vrai, mais on disait que les hommes bêtes pouvaient sentir l'odeur unique des elfes. C'est alors que le marquis se souvint qu'il connaissait les elfes, qu'ils pouvaient entendre les sons de la nature et communiquer avec les animaux, qu'ils étaient d'une beauté exceptionnelle, mais qu'ils commençaient à se cacher des hommes parce que ceux-ci commençaient à les chasser. C'est alors que cette volée d'oiseaux est venue à la rescousse, car elle pouvait contenir du sang elfique et même les métis sont très précieux. Et si elle possède ne serait-ce qu'une goutte de ce sang, elle sera utile. Et les ancêtres directs ne peuvent pas en trouver l'utilité, il était donc nécessaire de la renvoyer. Assise dans la cage, l'héroïne tomba dans la réflexion.
Elle se considérait comme une idiote, et tout cela parce que cet homme lui rappelait son père, et donc qu'elle n'aurait pas dû continuer à espérer qu'il revienne pour elle, et donc qu'il ne servait à rien d'en rêver. Elle n'a pas choisi de naître ou non, mais son existence même est devenue un péché. Elle était une entrave qui retenait sa mère et une épine dans le pied de son père, et elle serait donc certainement abandonnée à nouveau. La jeune fille ne savait pas ce qui allait lui arriver. Ce serait si douloureux de mourir, mais peut-être que ce serait plus facile. Sa vie ne s'améliorerait pas de toute façon. Et soudain, elle entendit une voix qui lui ordonnait de lever la tête. L'homme lui a ordonné de le suivre, et elle l'a fait sans comprendre pourquoi. Il a dit qu'elle était inutile, et bien qu'il n'ait pas compris pourquoi, il est revenu. Même son père n'aurait pas agi de la sorte. C'était très étrange. Elle avait appris de sa propre expérience que l'attente n'apporte que de la douleur. Mais alors pourquoi son cœur battait-il si fort? Peut-être était-ce simplement parce qu'il lui avait parlé, ou parce qu'il était revenu. Peut-être qu'elle pourrait être d'une certaine utilité. Il l'avait sauvée de toute façon, quelle qu'en soit la raison, et peu importait qu'elle meure plus tard, elle devait l'aider d'une manière ou d'une autre. Alors elle attrapa son manteau et essaya de le remercier à nouveau avec un sourire sincère. L'homme a dit qu'il la comprenait parce qu'il pouvait lire sur les lèvres, ce qui a intrigué la jeune fille, car son père ne le pouvait pas, et par conséquent, toutes les conversations étaient toujours unilatérales, ce qui signifiait qu'elle avait maintenant quelqu'un à qui parler. Le marquis décida de poser quelques questions, et la jeune fille n'était que contente de parler à quelqu'un. Et la première question fut de savoir si elle pouvait parler aux animaux. Et la jeune fille ne comprenait plus ce qui se passait, disant qu'elle ne le pouvait pas, ou plutôt qu'elle n'en avait pas la moindre idée. La question suivante était de savoir si elle comprenait pourquoi il l'avait emmenée, et elle lui assura modestement qu'elle pourrait lui être utile, et le marquis ajouta que si elle ne savait pas comment communiquer avec les animaux, alors elle devrait chercher d'autres options. Cela a bouleversé la jeune fille, qui a confirmé qu'elle ne pouvait pas communiquer avec les animaux, et qu'elle ne pouvait pas non plus parler, qu'elle pouvait écrire un peu, mais qu'elle avait étudié pendant longtemps, et qu'elle ne connaissait donc que les choses de base. Après cela, on lui a demandé ce qu'elle pouvait faire, et l'héroïne a baissé la tête et a assuré qu'elle pouvait être seule, ce qui n'avait aucun sens, même elle s'en rendait compte, mais elle ne pouvait rien faire d'autre. L'homme interrompt ce moment gênant et lui assure qu'elle ne doit pas tirer de conclusions hâtives, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une chose, tout a une utilité, et elle s'en réjouit, mais il est trop tôt. Le marquis la regarde avec dédain et lui dit qu'elle est une esclave, qu'elle doit donc faire de son mieux, qu'elle doit être loyale et dévouée, mais que si elle ne lui est d'aucune utilité, il l'enverra à Karl, et qu'en attendant, elle sera sa servante. Plus tard, l'une des servantes fut chargée de laver la jeune fille, car elle allait travailler dans la chambre du marquis, et la femme était très intéressée par la façon dont elle y parvenait, car des ragots disaient qu'il était homosexuel ou impuissant. Mais dans ce cas, pourquoi avait-il choisi cette jeune fille? Elle se tourna vers l'héroïne, lui demandant si elle était la nouvelle servante du marquis, car les ouvriers comme elle travaillaient pour de l'argent, mais avec les serviteurs personnels, c'était différent, et la femme comprit que la fille ne pouvait être qu'une servante de nuit. Elle continue d'instruire la jeune esclave, lui assurant qu'une servante doit être sensible aux sentiments de son maître, qu'elle doit aussi être capable de flirter et d'être toujours belle. Soudain, la jeune fille, ravie de ce qu'elle venait d'entendre, se tourna vivement vers la femme, lui disant que son cœur bondissait à l'idée du nombre de nouvelles personnes qu'elle allait voir, qu'elle ne savait peut-être pas ce qu'était le flirt, mais qu'elle aimerait ressentir le même sentiment d'attention que son père et sa sœur, et qu'elle ferait n'importe quoi pour l'obtenir. L'héroïne lui demanda de lui expliquer toutes ces choses. La femme savait aussi lire sur les lèvres, et donc comprenait le jeune serviteur, et commença à évaluer la jeune fille. Elle n'était pas la première beauté, et elle était aussi très mince. Le marquis peut avoir des goûts étranges, mais elle n'a pas de chance de durer longtemps. La femme dit que les hommes aiment généralement s'asseoir sur leurs genoux et flirter, mais que le marquis était en guerre depuis longtemps et qu'il valait mieux pour elle de ne pas franchir la ligne. Le conseil se poursuit en disant que vous devez mémoriser tous les détails concernant votre maître, ce qu'il aime et n'aime pas. Vous devez observer ce dont il a besoin, et surtout, vous devez être loyal et en aucun cas éprouver des sentiments inutiles. Peu après, une jeune fille élégante est entrée dans la chambre. L'homme en a été surpris, car il pensait qu'elle aurait déjà dû savoir où aller pour la nuit.
mais il semble que tout le monde ait décidé que la jeune fille serait une servante de nuit. L'héroïne s'est assise sur les genoux du monsieur, comme on le lui a appris récemment, et le monsieur l'a serrée dans ses bras. Ne comprenant pas si elle était naïve ou si elle faisait semblant, il n'a pas tenté le sort et l'a repoussée. La fille était embarrassée, puis elle a commencé à se frotter la tête, et à ce moment-là, le marquis a compris qu'elle voulait juste être caressée. C'était si étrange que c'était même stupide. Il n'aurait jamais pu penser qu'elle demanderait à être caressée. De toute façon, il était trop tard pour appeler les domestiques, et ils allèrent donc devoir la suivre pour connaître tous les détails. Alors, ils resteraient ensemble un moment. Il jeta un oreiller et un couvre-lit sur le sol et lui ordonna de dormir. Mais elle le prit étonnamment au pied de la lettre et s'allongea à même le sol. L'homme voulut commencer à s'indigner, mais elle s'était déjà endormie, allongée sans même réfléchir. Elle s'était accrochée à lui sans réfléchir la première fois qu'elle l'avait rencontré. Ce soir-là, le commandant s'endormit très facilement. Il ne se souvenait pas d'avoir pu s'endormir aussi facilement. Et le lendemain, on enseigna à l'héroïne comment se comporter à table, c'est-à-dire qu'elle ne devait pas manger avec les mains, prendre des couverts et toujours s'essuyer le visage avec une serviette. La jeune fille a immédiatement fait ce qu'on lui demandait. Et l'homme a commencé à comprendre à qui il avait affaire. Elle comprenait tout. Mais elle n'était pas socialisée et ne connaissait pas les normes de comportement. Il lui a dit de changer de vêtements, ce qu'elle a immédiatement fait, et elle a également essayé de manger ce qui était tombé sur le sol. L'homme continua à l'évaluer. Peut-être était-elle une enfant illégitime, et cela expliquerait tout. Elle ressemblait à la fille du portrait, et il semblait qu'elle avait été élevée comme un double jetable dans des conditions inhumaines. Ce n'était pas comme si elle était une elfe, personne ne s'occupait d'elle, et elle ne pouvait même pas penser à s'enfuir. Elle attendait juste sa mort, une enfant stupide et naïve, mais de toute façon, nous devons lui apprendre au moins quelque chose pour qu'elle soit utile. Il l'a donc emmenée chez son chambellan et lui a ordonné de tout lui apprendre, en commençant par les gestes les plus élémentaires, et il a terminé en disant que le chambellan serait désormais responsable d'elle tant qu'elle serait là. Lorsque son nouveau professeur quitta la pièce, il la regarda avec colère et se demanda si elle était une servante de nuit, mais elle était une servante de jour, et il fut soudain pris de jalousie. Pourquoi certaines personnes doivent-elles travailler dur pour obtenir un emploi auprès du marquis, et pourquoi lui suffit-il d'être née aristocrate? Pourquoi a-t-il même permis à une telle fille de partager son lit avec lui, puisqu'elle était stupide et incapable de faire quoi que ce soit? Il l'a frappée, l'accusant d'être l'esclave d'une nation vaincue, de la regarder avec tant d'orgueil, et elle a été punie pour son comportement grossier. Le marquis n'est sévère qu'avec les chevaliers. Il vaut donc mieux lui montrer sa place tout de suite avant qu'elle ne le contourne, puis il la frappe à nouveau et lui dit qu'il fera tout pour qu'elle ne vive plus ici. Il lui demande donc ce qu'il lui a appris hier, mais comme elle ne répond pas, il lui ordonne de parler tout de suite plus fort. L'héroïne avait très peur. Il la regardait d'un air jubilatoire et décida de l'aider. Elle dut dire « S'il vous plaît, gérez une moins que rien comme moi. » La fille ne le regarda même pas, et il dit simplement qu'elle ne comprenait rien jusqu'à ce qu'elle soit frappée, et que dès qu'elle serait au service du maître, elle le serait. Le garçon lui dit qu'elle ferait mieux de ne pas parler de la punition si elle ne voulait pas être mise à la porte, et qu'elle ne devait même pas espérer qu'il la mâche et l'explique, qu'elle devait donc rester assise ici et réfléchir à ce qu'elle avait fait de mal, puis il quitta la pièce. L'héroïne était blessée et effrayée, mais elle avait encore plus peur que personne n'ait plus besoin d'elle et qu'elle ne serve à rien, quels que soient ses efforts. À ce moment-là, Karl entra dans la pièce et remarqua la jeune fille. Il lui demanda si elle était seule et où était passé le monsieur. Il remua la queue, ce qui intéressa beaucoup la jeune fille, qui ne put s'empêcher de la saisir, se demandant si c'était vraiment une queue. Le capitaine s'est mis à genoux et lui a assuré qu'il était dangereux d'attraper la queue comme ça, et quand elle a vu les oreilles du chat, elle a été encore plus ravie. C'était la première fois qu'elle voyait un homme bête. Les hommes bêtes sont des créatures qui ont des caractéristiques à la fois humaines et animales. Ils sont plus forts et plus rapides qu'une personne ordinaire, et son nom particulier était Karl. C'est un léopard et aussi un serviteur de leur maître. Il lui demande de l'appeler Mzelfay, après quoi il l'avertit qu'il ne faut pas tirer la queue des hommes bêtes avec autant d'insouciance. C'est un comportement très grossier, et c'est à ce moment-là que l'héroïne le laisse partir. L'héroïne commence à s'inquiéter, car elle ne sait pas quoi faire dans cette situation, car il s'agit d'un comportement impoli,
elle s'attend à ce qu'il se comporte comme un chambellan, c'est-à-dire qu'il la frappe. Mais il n'y a pas eu de coup de poing. Il lui a pris les mains et lui a dit qu'il devait maintenant s'occuper d'elle, car prendre quelqu'un par la queue signifiait un coup de foudre, et qu'une personne veut vivre avec celle qu'elle a prise par la queue, et que même les dirigeants des pays ne peuvent pas rompre leurs relations. Avant qu'il n'ait pu finir de parler, quelqu'un lui donna un coup de queue d'une force terrible, et Karl se retourna et vit le marquis, qui voulait mieux savoir ce que signifiait le mot « soin ». L'homme dit qu'il l'avait prévenu qu'il n'avait pas le droit de l'approcher, mais l'homme bête s'est soudain souvenu qu'il avait une affaire très urgente à régler, et il a donc sauté par la fenêtre. La jeune fille voulut l'avertir qu'il était très haut, mais le temps qu'elle se précipite à la fenêtre, le capitaine était déjà assez loin, et elle fut sincèrement ravie de sa rapidité et en fit part à Pan, mais celui-ci lui assura qu'il pouvait le faire lui aussi. L'héroïne lui demanda alors s'ils étaient tous des sorciers, mais il répondit quelque chose d'approchant. Les maîtres d'épée pouvaient détruire une armée entière en 1 minute, et il était bien meilleur qu'un mage qui avait besoin de lire un sort pendant longtemps. L'héroïne ne connaissant pas ce mot, l'homme lui a expliqué avec condescendance que cela signifiait que la personne était mauvaise. Le marquis était en colère, car il avait clairement donné l'ordre de ne pas l'approcher, mais il est venu secrètement en son absence, et tout cela à cause de l'odeur. En sentant ses cheveux, l'homme n'a senti que du savon. Il a donc pensé que seule la bestialité était capable d'une telle chose. Un peu plus tard, il a montré à la jeune fille comment tricoter un châle, mais elle n'a pas réussi à le faire correctement, alors il lui a montré à nouveau, et finalement elle a réussi à le faire correctement. Lorsqu'il eut terminé, il la félicita et lui assura qu'elle ferait mieux si elle s'efforçait davantage. Après quoi le marquis s'étonna qu'il lui ait même donné une personne pour lui enseigner. Mais elle n'obtint toujours pas de bons résultats, bien qu'elle ait appris rapidement avec lui. Il semble que le problème vienne de Cameron, qu'il a probablement négligé, mais si elle n'est toujours pas capable de gérer une telle situation, il est inutile de la garder, qu'elle en soit capable ou non. En marchant dans le couloir, Karl discute avec un homme âgé et lui raconte que l'homme bête a été traité de pervers, ce qui indigne l'homme, qui demande comment on peut le traiter de pervers et qui a dit une telle chose. L'homme le confirme et lui demande ce qu'il veut faire de cette fille si ce qu'il dit n'est pas vrai, ce à quoi le capitaine lui rappelle qu'il veut seulement aider sincèrement cet enfant. Mais ils ne le crurent pas et prétendirent qu'il n'avait pas plaisanté avec cette enfant innocente et que lui et le marquis étaient pareils, puisqu'il avait pris la jeune fille et en avait fait une servante de nuit. Mais quand on lui a dit que la fille n'était pas une fille de nuit, mais une fille de jour, il a été visiblement surpris de voir comment cela était possible s'ils partageaient un lit, après quoi ils ont convenu qu'elle n'aurait pas eu l'air aussi indemne si elle avait été une fille de nuit et qu'il était loin d'être un gentleman à cet égard. Mais tout cela était étrange car il n'avait eu personne pendant 10 ans. Alors pourquoi quelqu'un qui ne regardait pas les femmes décidait-il soudain d'utiliser un lit avec l'une d'entre elles? Mais il avait pitié de sa captive, même s'il était indifférent à tous les autres. Puisque c'est le cas, Karl demande à l'homme d'en toucher 2 mots au commandant pour qu'il lève l'interdiction d'approcher la jeune fille, puisque le marquis ne veut pas l'écouter. L'homme bête a affirmé qu'elle lui rappelait sa jeune sœur, qu'il voit dans ses rêves, et l'homme s'est sérieusement intéressé à la raison pour laquelle ces deux-là étaient si fous d'elle. L'homme leur a assuré qu'il devait se rendre au marquis, et Karl a répondu qu'il était en réunion et qu'il n'était pas dans son bureau. Mais en un instant, il a compris ce que l'homme insinuait et leur a joyeusement assuré que s'il se faisait prendre, ce n'était pas son idée et qu'il n'était pas à blâmer. En entrant dans la pièce, ils ont vu une image décevante. Un chambellan tenant un chiffon punissait une jeune fille qui était humblement assise à genoux. Dès que le pseudo-enseignant s'est rendu compte qu'il avait été démasqué, il a immédiatement commencé à trouver des excuses, prétendant qu'ils avaient une leçon, mais qu'elle ne voulait pas écouter, et qu'il devait donc être plus strict. Il avait osé se moquer de quelqu'un qu'il aimait bien. Il fallait donc le punir, et il reçut donc un violent coup sur les jambes. Le chambellan tomba à genoux et l'homme bête l'instruisit, comme s'il avait oublié qu'il devait saluer en premier, qu'il ne connaissait même pas ses règles élémentaires et que c'était donc à lui d'apprendre ici. Honteux, le gars a regardé la fille avec haine et l'a accusée de tout. Après quoi Karl l'a pris par l'épaule et l'a menacé de ne pas le laisser en un seul morceau s'il recommençait à utiliser de telles méthodes. Après l'avoir chassé, un homme plus âgé s'est approché de la jeune fille, lui demandant comment elle se sentait.
Elle lui a assuré qu'elle n'avait été battue qu'avec un chiffon, qu'elle n'avait donc pas eu mal, qu'elle était punie parce qu'elle n'avait pas suivi les ordres, mais qu'il était très agréable que quelqu'un se préoccupe d'elle. L'homme décida ensuite d'offrir des baies à la jeune fille, qui les regarda d'un air incertain. On lui avait appris à servir du thé et des encas, mais pas à manger elle-même, et elle ne savait pas quoi faire. Mais l'héroïne finit par céder à la demande de l'homme et les mangea dans ses mains. À sa grande surprise, tout était très savoureux et un peu aigre, et l'homme s'en aperçut et en reprit d'autres, l'assurant qu'il aimait lui-même ces baies, mais qu'il les donnerait aujourd'hui. Il pensait qu'elle ressemblerait plus à un renard, mais ce n'était qu'une enfant naïve. Et est-ce que ça irait si elle restait avec Warren? Et puis l'homme animal est venu derrière lui et l'a reniflé joyeusement. Et maintenant il comprenait pourquoi le marquis lui avait interdit de s'approcher d'elle. Plus tard, après la réunion, Karl a quitté la pièce et a rencontré l'intrus dans le couloir. Ils ont immédiatement eu un moment difficile lorsqu'ils se sont croisés, et le capitaine lui a montré qu'il le surveillait et qu'il ne devait plus faire d'actions suspectes, après quoi il a fait demi-tour et est parti. Le chambellan humilié resta seul, et il était terriblement ennuyé. Il ne pouvait pas se calmer après que tout le monde l'ait vu. Il la battit doucement, mais tôt ou tard, tout le monde le découvrirait de toute façon. Il n'admettait pas sa culpabilité, alors il décida de se débarrasser simplement de la fille. Le même jour, il annonce à la commandante qu'elle est en échec, prétextant qu'elle est stupide et qu'il est impossible de lui enseigner quoi que ce soit, et qu'il est donc inutile de poursuivre les cours. Pendant tout ce temps, le marquis la regardait, attendant au moins une réaction, mais elle décida de ne pas réagir, ce qui signifiait qu'elle serait inutile et qu'il pourrait la donner à Karl ou l'utiliser comme appât contre les autres hommes bêtes. De toute façon, l'homme a dit qu'il n'allait pas la garder longtemps et qu'il l'enverrait bientôt à quelqu'un d'autre, mais en attendant, il lui a ordonné de continuer ses études, et c'est ainsi que les choses se sont terminées. L'héroïne a deviné que le propriétaire l'écouterait, et maintenant elle pense qu'elle a été complètement idiote. Il a dit qu'elle pouvait prendre son temps et devenir utile, mais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Il n'avait pas besoin d'elle, elle ne voulait pas s'en séparer. Elle voulait juste être près de lui, mais elle ne devait pas le supplier pour cela, sinon il la détesterait. Elle espérait qu'elle serait utile si elle était servante, mais elle pourrait être utile si elle était envoyée chez quelqu'un d'autre, alors il n'y avait pas d'autre choix. Le caméraman l'a félicitée à la fin parce qu'elle se débrouillait beaucoup mieux et plus vite, mais dans sa tête, il avait déjà compris qu'un seul compliment ne changerait rien, et il ne pouvait pas attendre qu'il disparaisse. Il regarda la porte d'un œil et réalisa que les deux ne seraient probablement pas là aujourd'hui, car ils étaient occupés par une réunion, et il se demanda ce que de telles personnes de haut rang voyaient en elle, une servante muette. En un instant, un plan lui est venu à l'esprit et, s'approchant, il lui a dit qu'il ne la battrait pas, mais qu'il voulait juste lui apprendre quelque chose. Et il a donc décidé de lui dire en secret comment demander au propriétaire de la quitter. Mais l'héroïne rejeta instantanément la main qui était sur son épaule, assurant qu'elle n'en avait pas besoin. Et avec une telle impudence, il lui saisit les mains et la jeta sur la table, disant qu'elle ne devait pas refuser de l'aide ou qu'elle voulait encore que le propriétaire la laisse. Soudain, derrière lui, une voix furieuse lui demande « Ce qu'il fait ici ». Le gars se retourne immédiatement, sachant que Karl est censé se préparer, mais le capitaine répète la question, en plein visage. Cette rencontre a rendu le professeur très nerveux et, cherchant une raison de se justifier, il a vu la vaisselle et a prétendu que leur cours était déjà terminé, qu'il voulait juste ramasser la vaisselle et que, si c'était tout, il s'en irait. Karl décida de le laisser pour l'instant et s'approcha à son tour de la jeune fille. Puisqu'il était maintenant préoccupé par autre chose, l'héroïne fut heureuse de le voir et le salua en l'appelant subordonné et en notant qu'il était arrivé en retard aujourd'hui. L'homme bête lui demanda combien de fois il avait levé la main sur elle et la jeune fille commença à compter car c'était depuis la première fois qu'elle l'avait rencontré et Karl fut horrifié dès qu'il s'en rendit compte. Elle a vu l'expression inquiète de son visage et s'est immédiatement excusée, tandis qu'il retenait sa colère et disait gentiment qu'il n'était pas en colère contre elle et qu'elle n'était pas à blâmer. Il était en colère contre lui-même, il était inattentif, il pensait qu'elle se débrouillerait toute seule, et il savait parfaitement que Pan ne se souciait pas de ce genre de choses et que tout était donc de sa faute. La jeune fille l'a pris par le manteau et s'est excusée à nouveau, en lui demandant de garder le secret vis-à-vis du propriétaire, et il s'est demandé pourquoi il était nécessaire de garder le secret,
et la jeune fille lui a assuré que si elle était découverte, le propriétaire la mettrait à la porte. Soudain, à ce moment-là, il s'en est rendu compte. Il a relevé ses manches et a été horrifié de voir qu'elle était couverte d'échymoses et qu'il y avait encore plus d'échymoses sous ses vêtements. Après quoi, il a demandé si c'était le domestique qui avait dit qu'elle serait mise à la porte si on découvrait qu'elle avait été battue. Le type était pris d'une rage incroyable, prêt à le mettre en pièces. Il l'a frappée à des endroits invisibles et il l'a aussi fait chanter. Il l'a prise par les mains et lui a assuré qu'elle ne devait faire qu'une chose, à savoir suivre les ordres de son maître. Le chambellan n'était pas son maître, et il ne servait à rien de le cacher au maître. Et de toute façon, personne ne devait avoir le droit de la toucher, sauf le maître. Et ce que disait le chambellan. Mais c'était pour plus tard. Il fallait d'abord soigner ses blessures. Plus tard, il se retrouve dans le bureau du marquis, et Karl lui dit qu'elle a eu beaucoup de chance et que s'il n'était pas arrivé à l'heure, il y aurait eu des problèmes et qu'elle devrait au moins le rétrograder. L'homme l'écouta attentivement et commença à comprendre ce qui se passait. Il lui donna une chance, mais il avait dépassé les bornes, et ceux qui ont fait cela une fois ne s'arrêteront plus. Il lui assura donc qu'il allait devoir le remplacer, car il allait devoir rentrer bientôt de toute façon. Il n'aurait donc pas besoin d'un chambellan pour l'instant, et donc il lui ordonnerait de ne plus venir dans sa chambre. La nuit même, l'héroïne n'arrivait pas à dormir, elle ne cessait de penser au chambellan. On lui avait dit qu'il serait absent pendant un certain temps, et elle ne l'avait pas vu elle-même depuis hier, mais il valait mieux laisser les cours durer plus longtemps, et sinon il se retrouverait bientôt. Elle regarda le maître endormi et réalisa qu'elle voulait le toucher. Elle savait que leur séparation était inévitable, mais elle voulait quand même être avec lui le plus longtemps possible. Cette nuit-là, il eut un sommeil agité, et il transpirait même beaucoup. Elle se souvint que sa mère était morte un jour dans de telles circonstances, et elle prit un chiffon avec l'intention de l'essuyer. Dès que la toile l'a touché, il s'est instinctivement réveillé et a saisi les mains de la jeune femme, dans l'intention de la neutraliser. Elle a vu la rage et s'est immédiatement excusée, acceptant toute la responsabilité. Il était très en colère, et elle le savait, mais elle ne savait pas quoi faire dans cette situation, et il semblait qu'il pourrait la jeter dehors encore plus tôt. Alors elle a commencé à pleurer, s'accusant de tous les maux. Un peu plus tard, lorsqu'il s'est remis de son réveil soudain, il a vu le chiffon et s'est rendu compte de son erreur. Elle voulait seulement l'essuyer, alors il lui a demandé de venir à lui. L'héroïne l'a touché et lui a seulement dit qu'avant la mort de sa mère, elle était aussi couverte de sueur et que c'était pour cela qu'elle était très inquiète et qu'elle espérait qu'il comprendrait à quel point elle s'inquiétait pour lui. Depuis ce jour, elle était constamment occupée et maintenant elle le faisait toute la journée. Les serviteurs avaient tellement de travail, mais néanmoins elle était contente. Karl a dit que lui et plusieurs serviteurs qu'il connaissait la traiteraient. Elle n'aurait pas travaillé seule s'il n'y avait pas eu son subordonné. Elle n'aurait même pas pu en rêver. Les gens bien ont toujours été entourés d'autres gens bien, que ce soit le propriétaire, Karl ou ses subordonnés. Ce sont tous des gens bien. Elle n'avait qu'à suivre les souhaits de son maître, mais elle ne pouvait même pas le faire. Il ne lui suffisait pas de savoir qu'il allait bien. Elle voulait absolument être avec lui. En un instant, elle chassa les mauvaises pensées de sa tête, sachant qu'elle devait juste être reconnaissante qu'il l'ait sauvée et ne rien vouloir de plus, juste faire son travail et ne pas contrarier son maître. En chemin, elle a rencontré 2 hommes qui l'attendaient et qui, une fois arrivés, l'ont attrapée et entraînée. À sa place, il n'y avait qu'un seau avec un chiffon et les empreintes de pas laissées là. Ils l'ont emmenée dans le jardin pour que personne ne les trouve, et ils ont dit qu'il était assez difficile de l'attraper, et elle a été horrifiée de réaliser qu'elle reconnaissait cette voix. L'un des agresseurs était Kammerger. Ils lui reprochaient tous ses ennuis, ne croyant pas qu'il avait perdu son poste à cause de ses bêtises. Elle ne pouvait pas parler, donc pas crier non plus. Et ils étaient sûrs qu'il n'y aurait pas de problème. Personne ne chercherait un esclave d'un autre pays. Ils prétendirent avoir entendu qu'elle avait conquis le capitaine des chevaliers et le commandant en chef, et lui assurèrent donc, en se moquant, qu'elle avait des pouvoirs. Saisissant son épaule, l'héroïne se souvint des paroles de Karl quand il disait qu'elle ne devait pas se laisser toucher, et elle lui mordit la main. À ce moment-là, elle a été frappée, et elle est tombée par terre, tout en larmes, réalisant qu'elle ne voulait pas mourir, qu'elle venait de trouver quelqu'un de cher à son cœur, et que c'est pour cela qu'elle était devenue avide, et qu'elle ne voulait que vivre.
Soudain, tous les chevaux semblèrent devenir fous. Le propriétaire de la jeune fille s'en aperçut et fut visiblement surpris, mais en un instant, il se souvint de ce que cela pouvait signifier si les animaux se mettaient en colère sans raison, et lorsqu'il remarqua le seau avec le chiffon, il n'eut plus aucun doute. Il les a surpris en train de battre la fille, réalisant qu'ils avaient été exposés. Les garçons étaient terriblement effrayés, et l'homme et la fille ont échangé des regards qui pouvaient être compris. L'héroïne le remarqua et courut désespérément vers lui. Il la regarda et sut tout. Faye pleura beaucoup. Elle ne savait même pas les choses les plus élémentaires, et elle était si faible qu'elle était même ennuyeuse. D'ailleurs, il n'était pas tendre avec elle, encore moins gentil, mais dès qu'il a vu que son corps fragile souffrait, ne serait-ce qu'un peu, il a commencé à s'inquiéter beaucoup. Alors il l'a serré fort dans ses bras, et d'un geste précis, il a mis fin à la vie des méchants. L'esclave se réveilla dans le lit du marquis, qui était assis à côté d'elle tout le temps en attendant qu'elle se réveille, et lorsqu'elle réalisa dans quelle position elle se trouvait, elle se remit à pleurer, ne voulant pas qu'une personne qui lui était chère la voie dans cet état. Il l'installe sur ses genoux et lui demande comment elle se sent et ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle ne l'a pas laissé terminer, mais s'est contentée de se blâmer pour tout cela et lui a demandé de ne pas la quitter. Elle l'a supplié de le faire et a affirmé qu'elle voulait juste être avec lui et qu'elle ne voulait pas d'un autre maître. La commandante ne comprenait pas cela, car elle n'aurait pas dû le voir. Elle n'aurait pas souffert s'il ne l'avait pas aidée à ce moment-là, mais elle s'en fichait. Il l'a prise dans ses bras, et personne ne l'avait prise dans ses bras auparavant, et elle n'avait personne d'autre que lui. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait dit tout ce qu'elle pensait, et elle a donc ajouté, demandant ce qu'elle devait faire pour être son serviteur. Elle était prête à faire n'importe quoi. Le marquis se contenta d'étreindre la jeune fille en silence et commença à l'instruire, lui disant qu'à l'avenir, elle ne devrait pas parler à des étrangers, qu'elle ne devrait faire confiance à personne d'autre qu'à lui, et que même s'ils disent que c'est son ordre, elle ne devrait le croire que parce qu'elle l'entend personnellement de sa bouche. Elle s'est endormie dans ses bras, et il s'est demandé quand il a commencé à se sentir responsable d'une personne qu'il n'était censé qu'utiliser, mais maintenant, cela n'a plus d'importance. C'était si étrange quand elle était en danger et qu'on pouvait voir dans ses yeux qu'elle le cherchait instinctivement. Il se sentait soulagé et ses sentiments grandissaient comme des branches, comme s'ils allaient bientôt couvrir le ciel. Le lendemain, il discute avec ses commandants des affaires courantes. Cela fait 1 semaine que l'attaque a eu lieu. Il est donc temps pour tout le monde de partir, et le marquis leur ordonne de retourner au domaine. Karl est ravi de cette nouvelle et demande s'il peut emmener Faye dans sa propriété, car il veut y aller seul. Mais le commandant interrompt sa joie, l'assurant que les plans ont changé. Il ne pouvait pas la laisser partir seule, surtout après ces mots. Tout le monde était heureux de sa loyauté, mais il était dangereux d'aller au palais impérial ensemble, alors elle lui a suggéré de changer d'avis. Il quitta la tente et se tourna vers le capitaine des chevaliers, lui ordonnant de prendre la tête des chevaliers Warren et de se rendre en premier au domaine. Le marquis avait l'intention de revenir au plus tôt 2 mois plus tard, car il devait attendre la célébration de la victoire pour surveiller la famille impériale. Dans la tente suivante, l'héroïne dormait à même le sol, et dès que le propriétaire est arrivé, elle s'est réveillée heureuse, l'assurant que le lit était prêt, mais il a pensé qu'il n'y avait pas de problème s'ils passèrent la nuit ensemble, et il l'a donc ordonné. Elle lui a tendu la main, et l'homme était confus parce qu'il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Elle voulait juste enlever ses vêtements, mais il pensait qu'elle allait le serrer dans ses bras. Et alors, il a ri nerveusement parce qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait pensé à une chose aussi stupide. La nuit tomba, et ils s'endormirent l'un à côté de l'autre. L'homme, contrairement à l'héroïne, ne dormait pas. Il était heureux de sentir la température de son corps augmenter progressivement, et il ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti cela. Il s'est souvenu qu'elle avait sincèrement admis que personne ne l'avait jamais prise dans ses bras auparavant, et il a réalisé qu'il était exactement pareil, alors il l'a fait maintenant. Elle a dit qu'elle aimait faire des câlins, et maintenant, il commençait à la comprendre. Au matin, elle n'entendit qu'une voix douce qui lui permit de dormir un peu plus. C'était la voix du propriétaire, sa main était très chaude, et soudain réalisant tout, elle ouvrit les yeux et le vit en face d'elle. Elle a d'abord pensé que c'était un rêve. Elle ne savait pas pourquoi le propriétaire agissait ainsi, mais il lui a seulement assuré qu'elle pouvait se reposer jusqu'à ce qu'il l'appelle et qu'alors ils iraient se laver ensemble.
Elle ressentait une sensation inconnue, et elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si fort maintenant. Elle avait l'impression d'étouffer, et bien qu'elle souffrit, elle voulait la sentir un peu plus, quand soudain ses rêves furent interrompus, lui assurant qu'il était temps de se réveiller. Ils partirent ensemble sur le même cheval, le marquis ayant remplacé la voiture par un cheval parce que la route ici n'est pas facile. Mais Fay commença à se sentir mal quand le cheval se fatigua, mais elle ne le montra pas, et il était fier d'elle pour avoir prétendu que tout allait bien et qu'elle était endurante. Il ajouta qu'ils seraient bientôt près de la frontière, qu'ils chevaucheraient encore un peu et qu'ils se reposeraient ensuite. Le propriétaire comprit que la relation avec l'animal était certes belle, mais qu'elle ne servait pas à grand-chose et que, de toute façon, s'il ne s'arrêtait pas, la jeune fille risquait de tomber malade, si bien qu'ils durent prendre une voiture. Il s'arrêta au premier endroit propice et l'aida à descendre. S'asseyant sur un rocher, il lui massa la jambe en lui assurant que ce serait bientôt plus facile. L'héroïne a commencé à rougir et à se sentir gênée, et le marquis, tout en lui pétrissant la jambe, a involontairement commencé à lever la main de plus en plus haut, et lorsqu'il a atteint presque sa cuisse, la tension est montée si haut qu'il l'a involontairement pincée, ce qui lui a fait faire un ouf, et réalisant son erreur, il est parti en disant qu'elle pouvait dormir jusqu'à ce qu'il commence à rouler. Pendant ce temps, une réunion d'aristocrates de haut rang se tenait dans la capitale, où l'on rapportait que le marquis Warren serait bientôt dans la capitale, et bien qu'il se soit bien montré, on se rendait compte qu'il ne ferait que causer des problèmes ici. Il ne pouvait pas laisser faire cela. Mais comme c'était un bon chevalier, il n'était pas facile de s'en débarrasser. Le duc de Lightman était en charge de la table, et il a décidé de ce qu'il fallait faire. Le précédent marquis de Warren, qui était l'épée et le bouclier de l'empereur, est mort, et le nouveau reviendra comme un héros de guerre qui a vaincu l'armée de 10 pays et doublé le territoire de l'Empire. Cela entrera certainement dans l'histoire, car après son retour, toute l'élite qui a gouverné pendant 10 ans devra se retirer, et elle ne pouvait donc pas permettre que cela se produise. Ils décidèrent donc d'envoyer un assassin à sa poursuite, car il voyagerait probablement seul, et s'il échouait, on pourrait toujours déguiser l'attaque en celle du reste de l'armée, et comme il avait beaucoup d'ennemis, il ne se douterait de rien. Le soir venu, ils sont descendus dans un hôtel, et le propriétaire de l'établissement les a accueillis et s'est excusé de ne pas les avoir prévenus de cette visite, sinon ils auraient été mieux préparés, et leur a assuré que s'ils avaient besoin de quoi que ce soit, ils devaient l'appeler et qu'il serait là dans la minute qui suivait. Le propriétaire est en train d'évaluer ses invités. Devant lui se trouve le marquis de Warren et bientôt peut-être le duc, puisqu'il va recevoir un nouveau titre, non seulement un homme honorable, mais aussi très beau. Toute la société séculaire disait qu'il allait bientôt arriver, et le propriétaire avait soudain un plan. Si le marquis devenait proche de sa fille, et s'il voulait un statut plus élevé qu'un margrave, la question était de savoir ce qu'il fallait faire. Assis dans sa chambre, buvant du vin, l'homme pensait qu'après la fin de la guerre, il était devenu un homme libre et qu'il n'était donc pas nécessaire de s'attacher à une si jeune fille. Et à ce moment-là, une fille pratiquement nue est entrée dans sa chambre, et sans dire un mot, elle a commencé à le draguer, et pendant un moment, il a cédé à sa faiblesse et a commencé à l'embrasser. Elle n'avait pas les mêmes callosités que les servantes. Lorsqu'il reprit ses esprits, il la chassa. La jeune fille ne comprenait pas ce qui se passait, mais le marquis irrité demanda seulement depuis quand la fille du comte servait les invités la nuit et lui ordonna donc de partir. Après s'être habillé, il se rendit dans la chambre de l'héroïne, mais elle dormait paisiblement, et il dut la réveiller en la prenant dans ses bras, l'assurant qu'il comprenait combien elle était fatiguée, mais qu'elle devait être patiente pendant un certain temps, car il serait préférable de rester ailleurs. Et dans un moment, il réalisa qu'il ne comprenait plus qui était le patron. Dans l'hôtel suivant, mon mari a demandé s'il y avait des chambres doubles, et on lui a répondu qu'il ne restait que des chambres simples et qu'il ne trouverait pas mieux qu'ici, car cet hôtel est le meilleur de la ville. Et bien qu'il s'agisse d'une chambre simple, elle est très spacieuse. Ils sont venus ici parce qu'il se passait des choses ennuyeuses dans les autres, mais il n'y avait que des chambres individuelles. Mais il était tard, et il serait difficile de trouver quelque chose de mieux. Alors ils n'ont pas eu à choisir, et le marquis a loué une chambre. Il s'est ensuite tourné vers l'héroïne et l'a félicitée pour sa résistance, mais un peu plus tard, sentant que quelque chose n'allait pas, il lui a ordonné de rester ici. Et bien qu'elle ait voulu l'accompagner, il ne l'a pas laissé faire,
l'assurant qu'elle ne pouvait pas l'accompagner. Mais il n'avait pas le temps de parler. Il la laissa inconsciente d'un geste précis et la déposa délicatement sur le lit, et irrité, il sortit son épée, réalisant que les rats apparaissaient à un tel moment. Il dégaina son épée, et soudain le toit se brisa sur lui, d'où descendirent plusieurs personnes vêtues de noir, qui l'énervaient. Mais il leur était reconnaissant de ne plus avoir à faire semblant d'avoir des choses importantes à faire grâce à eux. Tout s'est passé très vite, en un éclair. Tous les tueurs sauf 2 étaient morts, et ceux qui étaient encore en vie étaient si effrayés qu'ils ne pouvaient pas se lever. Ils se rendaient compte qu'il était impossible de tuer l'homme en face d'eux, et que 10 ne suffirait pas parce qu'il n'était pas humain. Le marquis, heureux d'avoir pu se défouler sur quelqu'un, lui donna 2 options, l'une de mourir dans l'agonie, l'autre de mourir moins douloureusement, mais il suffisait de dire de qui il s'agissait pour qu'il l'achève en douceur. L'un d'eux hésita à dire Ayopel, et au même moment sa tête s'envola de ses épaules, et l'homme lui assura qu'il ne croirait pas à de telles absurdités, que ce pays avait été détruit par lui jusqu'à la dernière pierre, et qu'il lui donnait donc une dernière chance. Un peu plus tard, tout était déjà terminé, et le maître d'épée savait déjà que l'association des aristocrates avait fait le coup, et s'ils avaient déjà commencé à envoyer des assassins, ils devaient se dépêcher d'aller au palais. Plusieurs jours passèrent, ils étaient toujours en route, et l'état de la jeune fille semblait s'aggraver. L'homme lui demanda de patienter encore un peu, car ils étaient sur le point d'atteindre le village. Les assassins les attaquent depuis 15 jours, et même l'armée ne peut résister à ce nombre d'attaques. Il n'est donc pas surprenant que la jeune fille tienne à peine. Il vaudrait mieux qu'elle se plaigne un peu, qu'elle dise que c'est dur pour elle. Arrivés au village, ils s'arrêtent à l'hôtel le plus proche et l'homme donne des médicaments à la jeune fille en lui assurant qu'elle ira mieux. Le marquis se rendit compte qu'ils allaient devoir faire une petite pause. Il n'aimait certainement pas se battre en permanence contre les tueurs, mais Faye allait mourir d'épuisement à ce rythme. Elle s'endormit dans ses bras et il voulut l'endormir, mais ils se retrouvèrent un instant face à face et il voulut l'embrasser. Mais au dernier moment, il se retint et posa sa main sur elle. Le lendemain, ils décidèrent de se promener au marché local et la jeune fille était ravie de regarder autour d'elle. Mais le marquis se reprochait ce qui s'était passé récemment, réalisant qu'il était simplement à l'aise avec elle, et que par conséquent, toutes sortes de pensées stupides lui venaient à l'esprit. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas la laisser seule car ils étaient constamment attaqués. Alors il allait devoir endurer jusqu'à Séhu qu'ils retournent à Warren. Il a remarqué que la jeune fille regardait attentivement un endroit et qu'il y avait un panneau indiquant « dessert ». Il les a mis directement dans sa bouche et s'est rendu compte qu'elle n'avait probablement jamais goûté de bonbons auparavant. Il lui a donc expliqué qu'elle devait les sucer lentement et ne pas les mâcher, après quoi elle a dit que c'était la première fois qu'elle mangeait quelque chose d'aussi sucré, et l'homme lui a donc donné tous les bonbons, mais elle a décidé de partager et en a mis un dans sa bouche. Après cela, le commandant s'est immédiatement retiré et s'est rendu compte qu'elle semblait trouver cela mignon. Alors elle a fait de même, mais en rassemblant ses forces, il lui a ordonné de ne pas manger trop de sucreries, sinon elle aurait perdu l'appétit. Soudain, la jeune fille s'est arrêtée et a commencé à bouger ses jambes. Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu qu'elle saignait. Le propriétaire n'a donc pas hésité à la couvrir de son manteau et, bien qu'elle lui ait assuré que ses vêtements risquèrent de se salir, il lui a assuré que tout allait bien et il l'a prise dans ses bras et l'a transportée dans un endroit propre. Déjà à l'hôtel, elle s'était lavée et il l'a aidée à se sécher. Il savait déjà qu'elle endurait tout le temps et apparemment elle était habituée à vivre comme ça et donc il l'a mise au lit en lui disant qu'ils seraient proches. Ils s'allongèrent ensemble et l'héroïne s'endormit facilement, tandis que le marquis la regardait et pensait qu'il aurait mieux fait de choisir un couple de tueurs, car seul le sang versé pouvait le distraire. Quelques jours plus tard, après avoir loué une voiture, ils arrivèrent à la capitale et, à l'entrée, 2 gardes leur demandèrent pour quelle affaire ils étaient revenus. L'homme se présenta comme étant le marquis de Warren et exécuta les ordres de Sa Majesté. Les soldats présents se réjouirent et commencèrent à lui souhaiter la bienvenue, et ils continuèrent calmement. Et quand il arriva au palais, s'adressant aux serviteurs locaux, il leur demanda de s'occuper de frais, puis entra à l'intérieur. L'une des servantes commença immédiatement à demander quelle était leur relation avec le marquis, mais l'héroïne ne répondit pas, mais commença à écrire, et lorsqu'elle prit la feuille de papier,
elle fut visiblement surprise que l'aristocrate ait pris une muette à sa place. La servante fut immédiatement prise en charge par la femme plus âgée, qui lui expliqua qu'elle était importante pour le marquis et qu'elle devait donc être respectée, bien qu'elle ne comprenne pas elle-même comment elle avait pu obtenir un emploi au sein de la famille impériale, puisque le marquis était surnommé le lion du champ de bataille pour une raison bien précise, et qu'il semble que sa gentillesse se soit limitée à cette servante. Entre-temps, le marquis lui-même s'est agenouillé à côté de l'empereur, affirmant qu'il avait exécuté l'ordre, et ce dernier, satisfait de ce résultat, a déclaré que le marquis de Warren n'avait pas changé du tout, bien qu'il puisse désormais être appelé duc. À la fois heureux et attristé par le fait que le bouclier de l'Empire soit entré en guerre, il demanda si le héros avait vu son décret et ce qu'il en pensait. L'homme lui assure que sans le prince héritier, il serait mort depuis longtemps et qu'il ne peut donc éprouver que de la gratitude. L'empereur lui demande de lever la tête car il ne se sent pas à l'aise en lui parlant ainsi, après quoi il se met à tousser brusquement. En entendant cela, le marquis commença à s'inquiéter et demanda à quel point il était malade. Avec de la tristesse dans les yeux, l'empereur dit qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre et qu'à cause de sa santé déclinante, le pouvoir des aristocrates avait augmenté et qu'il allait maintenant mettre un prince sur le trône, mais il se rendit compte qu'il n'était pas prêt maintenant. L'homme lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que le prince sera prêt dans un mois, mais le souverain refuse, disant que le prince doit se débrouiller tout seul et que s'il n'y arrive pas, il ne mérite pas la couronne de toute façon, mais que de toute façon, il est trop fatigué pour continuer cette conversation et lui demande de partir. Entre-temps, tous les habitants de la ville savaient déjà que le héros de guerre était revenu, et ils étaient donc impatients de le voir. Le soir, un bal a été organisé, au cours duquel tout le monde s'est intéressé à l'homme. Dès le début, il a été entouré de gens qui voulaient lui parler, mais cela ne semblait pas l'intéresser. Il était seulement ennuyé. Il a pensé à Faye, car c'était la première fois qu'elle logeait chez des étrangers, et il était donc un peu inquiet. Soudain, de nouveaux invités ont attiré l'attention des gens. Le duc Lightman est apparu, et Mano Lightman est apparu avec lui. Il est l'héritier du titre de duc de sa famille, c'est un chevalier de haut niveau, mais à l'intérieur, il est une personne méchante, et donc il est préférable de ne pas croiser son chemin. Soudain, il entend la voix d'une jeune fille qui lui demande si le héros de l'occasion arrive. Il se retourne et voit une belle jeune fille devant lui qui se présente comme étant Rhine Lightman. Il la connaissait, elle était belle, avait une bonne personnalité, tenait un salon de beauté dans la ville et avait un statut élevé. Le duc a dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'elle et que le surnom de Fleur de l'Empire lui avait été donné pour une bonne raison. Il voulait vraiment ignorer la fille de l'aristocrate qui l'avait attaqué, mais le nombre d'attaques ne pouvait qu'augmenter. Alors il décida qu'il valait mieux ne pas les provoquer à nouveau. Et pourtant, il devait y retourner. Il ne pouvait pas faire attendre Faye. Le duc a dit qu'il était tard et qu'il devait rentrer. La jeune fille était contrariée, mais l'homme lui a pris la main et lui a dit qu'il espérait qu'ils pourraient passer plus de temps ensemble demain, puis il s'est dirigé vers la sortie. La fille de l'aristocrate le regarda et lui dit que sa tâche était de se rapprocher du duc de Warren, que son père l'avait ordonné et que s'il essayait de deviner qu'ils avaient envoyé les assassins, cela ne marcherait pas, parce que tout était déguisé en attaque des rebelles et qu'il ne le devinerait pas, parce qu'il avait beaucoup d'ennemis. Ce banquet était une bonne occasion pour eux, et elle ne pouvait pas le manquer. À l'époque, elle pensait que Sir Illac était la meilleure option, et elle s'est donc rapprochée de lui, mais elle ne pouvait pas savoir que le duc apparaîtrait soudainement, car elle pensait qu'il était mort à la guerre. Son père avait dit qu'il s'occuperait lui-même de Sir Illac, et il n'y avait pas moyen de faire autrement. Leur vie était en jeu, et même si elle n'aimait pas ça, il n'avait pas d'autre choix. Et maintenant, elle devait se rapprocher de lui, et il réfléchirait à la manière de le neutraliser. En le regardant, la fille du traître se rendit compte qu'il était plutôt beau, même si l'entreprise était risquée, et elle s'assura qu'elle le ferait définitivement sien. C'était le 2e jour du banquet, et la jeune fille attendait seule le marquis, mais il n'est jamais venu. Le 3e jour, elle a commencé à s'inquiéter, et le 4e jour, elle était furieuse. Elle cria et hurla, ne comprenant pas pourquoi il ne venait pas, puis appela un serviteur et lui ordonna de soudoyer le serviteur du duc, car elle avait besoin d'en savoir plus sur lui, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, un rapport est arrivé et la fille du duc n'en croyait pas ses oreilles.
Il passait toute la journée avec la jeune fille muette qu'il avait ramenée du champ de bataille, mais la servante lui a assuré que c'était vrai, car elle avait elle-même observé pendant plusieurs jours et remarqué que la servante du duc ne sortait presque jamais. Il semble qu'elle soit là pour apprendre à écrire ou simplement pour apporter de la nourriture, mais en tout cas, elle était toujours avec le duc, et elle faisait tout ce qu'il voulait, et elle ne pouvait pas laisser quelqu'un d'autre prendre possession de lui. Plus tard, elle appela dans sa chambre la servante qui avait rencontré l'homme et décida de la séduire, en lui demandant si la servante qui était toujours avec le duc n'était pas en colère contre elle, puisqu'elle avait dit qu'elle voulait être sa maîtresse. Elle avait une chance. Elle aurait déjà dû comprendre ce qu'elle devait faire pour devenir sa maîtresse. Elle devait obtenir son accord, et donc ne pas laisser passer cette chance, puisqu'il n'y en aurait peut-être pas d'autre. Et lorsqu'elle aurait pris sa décision, elle devrait le lui faire savoir. Après avoir terminé la conversation, la servante a réfléchi à l'offre pendant un certain temps. Elle était ennuyée et ne savait pas si elle devait l'accepter, bien qu'elle s'en débarrasserait de toute façon. La jeune fille était convaincue que s'il la traitait si bien, il la traiterait encore mieux, alors elle le ferait, et que rien ne pourrait la sauver, même si elle le leur disait. Le soir même, la même servante accourt auprès de l'héroïne, l'assurant que le duc est gravement blessé et qu'elle doit se rendre rapidement auprès de lui. Et la jeune fille n'hésite pas à demander qu'on lui montre le chemin, et la servante lui tend un sac d'argent, l'assurant que c'est pour le médecin, et l'entraîne à sa suite. En courant dans le couloir, l'héroïne était envahie par un sentiment étrange. Elle ne savait pas quoi faire si le propriétaire était gravement blessé, mais pour une raison quelconque, il marchait dans un couloir si sombre, alors que le propriétaire était censé être au banquet. La servante se rendit compte qu'elle marchait trop lentement et que si elles étaient en retard, il ne se passerait rien. Elle prit donc la jeune fille par la main et lui dit que si elle ne se dépêchait pas, elle devrait assumer la responsabilité de la mort du duc et que si elle ne voulait pas le faire, elle devait courir après elle. Elle ne voulait pas que le propriétaire ait des ennuis à cause d'elle, alors elle devait aller le voir le plus vite possible, mais c'était si étrange et elle était très mal à l'aise. Ils sont sortis, et la servante a donné de l'argent à un homme en lui disant que la fille avait été tellement maltraitée qu'il fallait l'envoyer ailleurs et que la pauvre fille ne pouvait pas parler, et qu'il fallait donc s'occuper d'elle. L'héroïne, comprenant qu'il s'agissait d'un piège, commença à se tortiller pour s'en échapper, et soudain, elle réussit à se défaire de l'emprise de la servante et commença à s'enfuir. Ils voulurent courir après elle, mais pour une raison quelconque, ils furent attaqués par un oiseau. Elle s'enfuyait, tout en pleurant, sans savoir où elle allait, mais le plus loin possible. Mais elle rencontra une racine et tomba par terre, et quand elle leva les yeux, elle les vit, le duc et la fille de l'aristocrate. Elle souffrait beaucoup, non pas de ses blessures, mais de la façon dont il se regardait et voyait son visage sale. L'homme, n'écoutant pas son compagnon, s'approcha de l'héroïne et la serra chaleureusement dans ses bras, lui demandant qui avait fait cela, et la jeune fille abandonnée commença à réaliser qu'il s'agissait probablement de la servante même qu'il avait enchérie. Elle dit qu'elle va appeler ses serviteurs à l'aide, mais le duc dit qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire, et ils partent, laissant la jeune fille en colère seule. Elle se réveilla dans sa chambre, il faisait sombre et il n'y avait personne en vue. Elle savait qu'elle ne pouvait pas aller voir le propriétaire maintenant. Elle était trop faible et cela causerait plus de problèmes. Et elle ne pouvait rien dire. Il la jetterait dehors s'il le voulait. Mais elle a beau vouloir dire quelque chose. Après avoir essayé, elle n'y arrive pas. Elle se met à pleurer. Elle commence à se sentir mal et elle a des vertiges lorsqu'elle essaie de dire un mot. Mais cette femme est belle et forte, tout comme le propriétaire, et ils sont très bien l'un pour l'autre, contrairement à elle, et soudain l'héroïne se rend compte que ce qu'elle ressent n'est pas du tout un sentiment de dévotion. Un peu plus tard, Herzog est entré dans sa chambre et la jeune fille était déjà assise par terre. Il lui a demandé ce qu'elle ressentait et ce qui lui faisait mal, réalisant qu'il avait été trop négligent et qu'elle était maintenant très traumatisée parce qu'elle avait dû subir tout ce temps. L'héroïne lui a simplement dit qu'elle ne devait pas pleurer parce qu'elle ne voulait pas qu'il le voie. Mais son mari a tout de suite compris que c'était un mensonge. Elle a inventé une excuse pour qu'il ne s'inquiète pas, et malgré ce qu'elle devait constamment affronter, elle pensait toujours à lui en premier. Après cela, il a levé son visage pour mieux la regarder et lui a dit qu'elle était très belle. La jeune fille a été gênée et a détourné le regard, et l'homme a soudain tendu la main pour l'embrasser, ce que l'héroïne a remarqué,
mais elle n'y a pas fait attention et lui a donné son consentement. Mais un instant avant que leurs lèvres ne se touchent, le duc se rendit compte de tout et augmenta la distance qui les séparait, persuadé que même si c'était la première fois, il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. La servante pensa qu'elle aurait aimé que cela dure plus longtemps, mais il semblait qu'il le regrettait, que leurs lèvres se touchèrent presque. Elle se sentait toujours beaucoup mieux quand son maître la prenait dans ses bras. Elle était heureuse quand elle ressentait un amour qu'elle n'avait jamais reçu de personne auparavant. Et dans ces moments-là, elle réalisait qu'elle n'était plus seule. Mais maintenant, ce n'était plus suffisant. Elle s'est tournée vers le propriétaire et lui a dit qu'elle avait peur, qu'elle devenait étrange en sa présence, que leur première rencontre n'avait pas du tout fonctionné, mais qu'elle pensait qu'ils s'étaient rapprochés après avoir quitté cette ville. Le duc lui suggère de ne pas le haïr, mais elle refuse, car elle ne le comprend pas elle-même, son cœur souffre beaucoup et elle ne peut pas vivre normalement. Il lui a demandé si elle l'aimait vraiment, et quand elle a entendu cela, elle a détourné le regard, et l'homme a compris qu'elle était sincère dans ses sentiments. Le duc la prit et toucha doucement son sein, sachant que c'était la première fois qu'il le touchait, mais il se demanda s'il pouvait même éprouver des sentiments chaleureux pour elle, après avoir traversé tant d'épreuves, s'il pouvait se permettre d'aimer quelqu'un.